Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Whitebird, version originale Whitebird in a Blizzard, le dernier film de Gregg Araki, sur qui je viens de faire une magnifique rétrospective que vous pouvez aller voir tout de suite. J'adore aller voir des films sur des mecs avec qui sur des mecs dont je viens de faire des rétrospectives, parce que du coup, comme je connais leur mise en scène par cœur, je vois tout dans le film et je trouve ça génial. Donc réalisé par Gregg Araki, avec Shailene Woodley dans le rôle principal, Eva Green, Christopher Meloni et comment il s'appelle? Chilo Fernandez. Bon, très bien. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kat, dont la mère disparaît alors qu'elle a 17 ans, et qui va poursuivre sa vie et essayer de gérer du coup la disparition de sa mère, tout en essayant de comprendre où est-ce qu'elle a pu aller, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc., etc. Plus ou moins le scénario de Gone Girl, en fait. Le film est génial, enfin voilà, j'ai adoré encore une fois. C'est du Gregg Araki, et en même temps, encore une fois, c'est une évolution de son style, c'est plus proche d'un Mysterious Skin que de ce qu'il a fait avant. On retrouve néanmoins tous ces gimmicks. Donc évidemment, ça parle d'une adolescente, thème cher à Gregg Araki. Ça parle du rêve américain qui ne fonctionne pas, puisque évidemment elle vit dans une banlieue, et toute l'histoire c'est que la relation entre sa mère et son père a toujours été plutôt triste, n'a jamais vraiment fonctionné, et du coup tout ça expliquerait plus ou moins ce qui s'est passé avec sa mère. Et puis elle parle de cul pendant tout le film, et elle a qu'une seule envie, c'est de se faire sauter. Donc voilà, c'est un personnage de Gregg Araki. Faudrait que je retrouve mes notes, ce serait bien, elles sont là. On retrouve ce qu'il avait fait dans Kaboom, c'est-à-dire qu'il a encore tourné avec une bonne caméra, mais il a encore fait la même chose, c'est-à-dire que à plusieurs moments du film sont accélérés ou sont à ralenti, et parfois de pas grand-chose vraiment, parce qu'en plus le dialogue reste bon, à moins qu'il soit redoublé. Donc il y a toujours cette espèce d'image fantôme un peu, voilà, cette espèce de traînée, cette espèce d'irrespect pour son image qui est toujours assez intéressant. Il y a plus ou moins un retour de son gimmick des panneaux, parce qu'il y a juste un moment où il y a une soirée, la première fois du coup que Kat sort avec son voisin, parce qu'elle a une histoire avec son jeune voisin, c'est avec lui qu'elle couche. Il y a une soirée dans une espèce de boîte de rock, pas gothique mais rock, et il y a un mec qui est au platine en train d'envoyer les différents sons, et il a un écriteau marqué "Fuck your request", c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de vos demandes, je passe la musique que je veux, ce qui rappelle un petit peu ces panneaux habituels. On retrouve une petite anecdote horrible, encore une fois, les faits divers atroces qui sont racontés par les personnages et qui sont une expression d'à quel point le monde ne va pas bien. Tout ça avec évidemment le fil conducteur de la disparition de la mère, des rêves que fait le personnage, de ses séances chez le psy pour essayer de s'expliquer à elle-même la relation entre ses parents, ce qu'elle pense de sa mère, etc. Donc vraiment un truc très intéressant. Et alors, surtout, ça va peut-être être une vidéo rapide parce que je peux pas dire grand-chose de plus que ce que je vais vous dire là. Je n'ai jamais vu une salle de cinéma réagir comme ça à la révélation finale d'un film. Pourtant, il y en a quand même pas mal qui le font. Je vais énormément au cinéma. C'est la première fois que j'ai une réaction de film, en fait, dans la vraie vie, face à un film. La salle a fait... Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une salle réagir à ce point-là à la révélation du secret de l'histoire. Et même pas dans Gone Girl, justement. Donc, voilà, pour moi, ce film est extrêmement fort. Et très réussi encore une fois. Je suis de toute façon en admiration devant Gregg Araki, mais là encore une fois il a fait un film magnifique. C'est dingue, c'est un des réalisateurs dont je peux regarder tous les films, il y en a aucun que je déteste. C'est assez rare quand même. Donc c'est vraiment un mec ultra doué, quoi. C'est pas possible de le dire autrement. C'est son deuxième film en cinémascope. Il est pas habitué à ce format. Il a tourné en 4/3 quand il tournait en 16/9. Il a tourné en 16/9 quand il est passé au 35 mm, et il est passé au scope quand il est passé au numérique. Et c'est un cadre qui gère vraiment bien. Il y a des cadres qui sont vraiment très intéressants. Je me souviens de tout un plan, par exemple, quand la mère a disparu et que ils savent pas encore s'ils vont aller voir les flics ou si elle va revenir ou un truc dans ce genre-là. Il y a un plan comme ça qui cadre, avec la table entièrement cadrée, le père qui est assis sur la table et qui ne bouge pas, et la fille qui, elle, au contraire, bouge dans tous les sens et arrête pas de revenir dans le cadre, etc. Et le cadre est vraiment magnifique, super bien posé, etc. C'est
c'est excellent. Enfin voilà, y a pas grand chose. Je pourrais vous l'analyser si je faisais encore une rétrospective. Il faudrait que je le revoie et que je le passe en détail pour sortir les points importants. C'est beaucoup plus conventionnel quand même que ce qu'il fait d'habitude. Hein. C'est pas des films barrés comme Nowhere, Kaboom ou des choses comme ça. C'est une adaptation de livre. C'est sa deuxième adaptation de livre. Donc voilà. Et il l'a adapté vraiment à sa sauce. C'est-à-dire que effectivement, si vous n'aimez pas les gens qui ne respectent pas les histoires d'origine, il a changé l'époque à laquelle se déroule le film pour la mettre dans la fin des années 80. Pour la musique, ce que j'ai senti, parce que alors, il y a que des groupes des années 80, mais les bons groupes des années 80, les Joy Division et les trucs dans ce genre-là, donc c'est une putain de bande-son qui est absolument géniale à entendre. Ça se passe même pas dans la même ville que le bouquin, parce que lui, il l'a ramené en Californie, à Los Angeles, parce que lui, il vient de Los Angeles et il voulait connaître l'endroit, parce que il voulait un truc dont il était familier, parce que c'est toute l'idée du film, c'est que c'est un personnage qui vit comme ça dans sa ville et qui ne connaît pas grand-chose d'autre. Justement, c'est à l'adolescence qu'elle s'en va, qu'elle part dans la grande ville et qu'elle commence à faire des trucs, etc. Donc, qu'elle commence à découvrir le monde. C'est toute l'idée de l'adolescence et de la transition. Vraiment, voilà. C'est très, très... Aussi, il a aussi changé un truc. Normalement, elle a deux amis qui sont censés être un peu WASP, White American, machin, Christian et tout le bordel, mais que là, il a remplacé du coup par une afro-américaine obèse, qui est jouée par... Alors, comment elle s'appelle cette actrice? C'est celle qui jouait dans Precious, qui est une actrice formidable. Comment s'appelle-t-elle? Gabourey Sidibe, qui est vraiment excellente, qui joue très très bien. Donc, il a remplacé un des blancs américains par Gabourey Sidibe, donc afro-américaine en surpoids, et l'autre par Mark Indelicato qui joue un gay. Bien évidemment, c'est Greg Araki. Donc il a les cheveux en blond, puis une mèche bleue sur le côté, un machin. Le même look que Mysterious Skin d'ailleurs, le meilleur ami du personnage de Mysterious Skin, de Neil. Donc voilà, on retrouve évidemment son univers dont il a imprégné l'histoire, et en même temps, il respecte l'histoire d'origine. Les séquences de rêve sont magnifiques parce qu'elles sont complètement surréalistes, le décor ne ressemble pas du tout. Enfin, c'est un grand champ de neige, mais avec de la brume partout pour qu'on voit pas le reste du décor, et des arbres quand même, enfin, ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas exister, s'il y a de la neige, il n'y a pas de la brume en même temps, et du coup, ou de la fumée, et enfin voilà, il a créé son univers encore une fois, à partir de ce qu'il avait. Petit point sur Eva Green, parce que je l'ai quand même taclé dans Sin City, évidemment elle est à poil dans le film, parce que c'est obligatoire. Je pense que je devrais mettre des symboles. Vous savez, sur les vignettes des vidéos, maintenant je mettrai un symbole. Si je mets la tête d'Eva Green, c'est qu'Eva Green est à poil. Non, je vais mettre des nichons. Et ça voudra dire qu'Eva Green est dans le film. Donc, évidemment, elle est à poil. Elle joue mieux que d'habitude. Elle est quand même dans un jeu un peu à part, ce qui, à mon avis, est voulu par Araki. Parce que Araki est un très bon directeur d'acteurs. Shailene Woodley est excellente. Tous les autres acteurs sont excellents et sont magnifiquement dirigés. C'est encore Eva Green qui fait tâche, mais le personnage est fait pour être à part. Le personnage est vraiment très étrange et a un comportement très bizarre. Et du coup, sur ce personnage-là, le jeu d'Eva Green marche bien. Alors on peut dire que dans Sin City c'est un peu la même chose, oui, mais je vous emmerde. J'ai pas envie. J'avais envie de l'attaquer. Non, bon. Est-ce que du coup ça change mon appréciation de Sin City? Non, je trouve que c'est pas la même chose. Les autres acteurs de Sin City jouent pas comme ça, donc y a pas de raison. Mais voilà, là pour le coup ça passe très très bien. Enfin, le personnage est vraiment 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 très bizarre. Elle a des réactions très très étranges et c'est comme ça qu'elle écrit. Et du coup le jeu irréel ou irréaliste d'Eva Green colle très bien au personnage et fait que ça fait pas faux quoi. Au début du film je trouvais que ça faisait faux. Quand je l'ai vu arriver je me suis dit putain c'est pas vrai. Même Araki n'arrive pas à la diriger correctement. Et quand j'ai vu le personnage, quand j'ai vu ce qu'elle devenait ensuite au fur et à mesure qu'on développe et qu'on revient sur les choses, là j'ai compris qu'effectivement il y avait besoin de ce jeu un peu étrange et à part parce que le personnage est complètement barré. Donc ça collait très bien. Je trouve qu'après elle a toujours un truc dans les mimiques qui me plaît pas. J'avais mis un passage à un moment, c'est ils sont à table et son mari lui demande de lui passer le beurre et elle le regarde avec un regard de nana qui est énervée et qui est pas contente, etc. Mais on dirait une enfant qui boude, vraiment, et qui essaierait de jouer ça, elle la joue... elle a une espèce de vraiment de truc très très surjoué et très bizarre.
Donc c'est vrai qu'au début, j'étais... Pas au début, il y a des moments vraiment où j'ai du mal avec Eva Green. Mais bon, ça marche très bien, et après tout, le principe c'est qu'elle disparaisse du film, donc quelque part je suis content quand même. Donc non voilà, vraiment c'est très bien foutu, et effectivement le retournement est totalement inattendu, parce que encore une fois, le film est traité du point de vue du personnage principal, c'est encore une fois une narration à la première personne, depuis Splendor il ne fait que des films où les personnages principaux narrent l'histoire, donc évidemment son point de vue est important, et du coup tout ça est vraiment très très bien géré, parce que c'est sa façon à elle de voir tout ça. Et au fur et à mesure qu'elle parle avec la psy, qu'elle se souvient de certaines choses, et qu'elle se souvient de certains comportements de sa mère, et qu'elle recomprend certaines choses, et vraiment tout ça est extrêmement bien mené et extrêmement bien géré. Il y a un phénomène d'identification au personnage principal qui du coup est assez réussi. Voilà, on va s'arrêter là je pense, c'est génial, allez le voir, prenez soin de vous, et allez voir des films. Ciao.